Ce 8 décembre 2020, le porte-parole du gouvernement, dans un communiqué, a levé les sanctions contre les militants du MRC, entre autres, et les mesures de sécurité autour de la résidence de leur président national, professeur Maurice Kamto. Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans l'édition de En plus clair de cette semaine, nous nous intéressons au professeur Maurice Kamto, levé de son assignation à résidence depuis 2 mois et demi. Nous sommes allés à sa rencontre à son domicile à Santa Barbara, dans l'arrondissement de Yaoundé 1er. Vous faites bien de regarder En plus clair. La suite, c'est avec lui. Comme annoncé à l'entame de cette émission, nous sommes au domicile du professeur Maurice Kamto, président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Il répond à vos questions tout de suite. Bonjour professeur, bonjour. Comment vous vous sentez? Ça va. D'entame, quel est votre sentiment après 2 mois et demi assigné à résidence? Il n'y a pas un sentiment personnel particulier, mais le sentiment général que l'on peut avoir, c'est quel gâchis. Quel gâchis de temps, d'énergie et de ressources publiques pour rien. Car on a fait croire aux Camerounais que le mouvement pour la renaissance du Cameroun et un certain nombre de partis et organisations alliées programmaient pour le 22 septembre une insurrection. Et comme je l'ai toujours dit, mais où a-t-on vu que l'on déclare une insurrection à la préfecture? Une insurrection est un mouvement subit. Même s'il est organisé, cela veut dire qu'il est clandestin. Et généralement, il est armé et violent. Parce que même si vous prenez la définition contenue dans le code pénal camerounais, il y a l'élément de violence et d'armes. Mais les marches du 22 septembre étaient des marches, comme toutes les autres marches du MRC, pacifiques. Et le gouvernement a voulu créer et entretenir ce climat de tension. Lui seul sait pourquoi. Sans doute pour justifier le plan qu'il avait mis en place, essayer de décapiter le mouvement pour la renaissance du Cameroun, décapiter le leadership. Donc c'est ce sentiment-là, ce sentiment de gâchis que j'ai après près de 78 jours d'assignation à résidence surveillée de fait, de facto, puisqu'il n'y a jamais eu aucun acte juridique qui conférait une quelconque légalité à cette mesure, qui est une pure violation des droits fondamentaux de la personne humaine. On m'a séquestré chez moi, on a transformé mon domicile en une sorte de prison, dans un pays qui se dit être un état de droit. Donc c'est ce sentiment-là, au fond sentiment qui est amplifié par le fait que des centaines de nos militants ont été arrêtés, environ 600, entre le 20-21 septembre et on va dire une semaine après les marches, c'est-à-dire vers le 29, près de 600 militants, 594 pour être plus précis, qui ont été arrêtés. Mais s'ils n'avaient été qu'arrêtés, on pourrait encore dire dans le cadre du maintien de l'ordre, on peut interpeller un citoyen et le relâcher après. Qu'ils ont été brutalisés, torturés. Ceux qui ont séjourné au commissariat central numéro 1 de Yaoundé en rendront témoignage un jour. Ceux qui ont séjourné au CED en rendront témoignage un jour. Et donc, quand vous avez brisé la vie des Camerounais de cette façon-là, pour rien, vous devez vous demander si, en réalité, vous méritez d'assurer la direction des affaires du pays. Pourquoi on a fait ça? Qu'est-ce qui justifiait un tel déchaînement de violence? Donc c'est tout cela qui me préoccupe davantage que ma propre situation ou ma condition personnelle pendant les plus de 2 mois et demi que j'ai été en résidence surveillée de fait. D'accord.
Dans une interview que vous avez accordée à un média local, vous disiez que votre liberté ne change pas l'état des choses. Oui. Des explications? En effet, ça ne change absolument rien, vous en conviendrez avec moi, parce que ce pourquoi les gens sont sortis et ont ainsi été brutalisés, ce pourquoi ils l'ont fait n'a jamais reçu même un début de commencement de réponse. Nous sommes face à un gouvernement autiste. Nous sommes face à des compatriotes, des frères et sœurs qui ne nous gouvernent que par le mépris. Vous posez un problème, au lieu d'examiner le problème, on vous dit que vous n'avez pas le droit de l'opposer. Et ça ne change rien à l'affaire. C'est pour cela que j'ai dit que ça ne change rien à la situation, puisque le problème reste entier. Nous avons, qu'est-ce que nous avons? Pourquoi est-ce que les gens sont sortis le 22 septembre? On vous a montré un petit bout en disant « Ah, le MRC et ses alliés disent qu'ils vont se lèvent pour chasser Paul Biya du pouvoir. » Mais, madame, vous relisez le texte de notre communiqué. Nous disons, s'il ne veut pas arrêter le bain de sang inutile dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'est le sang des Camerounais. Ce sont des Camerounais qui tirent sur d'autres Camerounais. Et ça fait des victimes de part et d'autre, y compris dans les rangs de notre armée nationale, de nos forces de défense et de sécurité. Vous avez des jeunes de 25 ans à peine mariés, et on les envoie au front et ils y restent. Et laissent des veuves, parfois des jeunes enfants. Vous croyez qu'on peut être heureux avec ça? Alors que ça ne se justifie pas. Ils se sont inscrits dans l'armée pour aller défendre nos frontières, non pas pour tirer sur d'autres Camerounais. Donc nous disons, ça peut s'arrêter. Parce que ça dépend de nous. Ce n'est pas une guerre contre une puissance étrangère, c'est une guerre entre Camerounais. Arrêtons cela. Deuxièmement, nous disons, depuis 2013, où nous avons participé aux élections couplées législatives et municipales, nous n'avions que 7 mois d'existence ou 8 mois d'existence à ce moment-là comme parti politique. Nous avons dit que le code électoral est mauvais parce qu'il va générer des crises post-électorales. Et nous avons fait des propositions, madame, depuis 2014, y compris par notre député à l'Assemblée nationale. Nous avons déposé une proposition de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale pour réviser le code électoral. On n'a même pas accusé réception de cela. Nous avons écrit à la présidence, dans les services du Premier ministre, ministère de l'administration territoriale, de la justice, délégué général à la sûreté nationale et les CAP, à toutes ces administrations qui de près ou de loin interviennent dans le processus électoral. Personne n'a jamais accusé réception. Après l'élection présidentielle de 2018, vous devez avoir suivi, n'est-ce pas, le contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel, où nous avons établi de façon claire que vous pouvez gagner dans les urnes, mais ne pas sortir vainqueur devant le Conseil constitutionnel. Et qu'il fallait pour cela que nous revoyions le système pour que le choix des Camerounais soit respecté, pour éviter des crises. Mais personne ne nous a écoutés. Depuis 2018, on a battu le pavé pour revendiquer cela. Personne n'a prêté oreille. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Et c'est là qu'on arrive à 2020. Nous disons, nous ne pouvons pas aller aux législatives et municipales de 2020 dans ces conditions. Tout à fait. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Comment voulez-vous que nous justifions notre participation à ces élections, même au peuple camerounais, alors que les deux causes que nous avions montrées le droit en 2018 restent? Nous n'y sommes pas allés. Après les élections, nous disons, révisons le code, arrêtons la guerre. Personne ne nous écoute. Et c'est pour cela que nous disons donc, maintenant, si vous continuez le processus électoral au Cameroun, en ignorant tout ce que nous demandons, nous allons demander le départ de M. Biya. Vous voyez donc que ce n'est pas... les gens ne se sont pas levés le 22 septembre seulement pour dire à M. Biya partez. On dit, mais puisque vous refusez de résoudre les problèmes du Cameroun, parce que vous êtes président de la République pour régler les problèmes du Cameroun, mais puisque vous refusez de le faire, vous n'avez aucune raison d'être là. Voilà la logique de notre démarche. Et c'est pour cela donc le problème reste entier. De dire que les gens qui étaient là se sont retirés ou qui restent, mais ma foi, s'ils veulent, sauf que ça trouble peut-être mes voisins du quartier, s'ils veulent continuer à mettre leur dispositif, ils n'ont qu'à mettre. Mais je ne crois pas que ce soit très honorable pour notre pays. J'entends souvent dans la communication de certains membres du gouvernement dire « Ah oui, mais tel ou tel ternit l'image du Cameroun. » Mais qui c'est qui ternit l'image de ce pays? Tout ce que ce gouvernement fait,
sur tous les plans, dans tous les domaines. C'est de la souillure. Comment vous allez justifier les tortures que tout le monde a vues en Mondovision? Des gens qui marchaient pacifiquement. Comment vous allez expliquer que vous avez séquestré un dirigeant politique chez lui pendant plus de 2 ou 3 mois, sans aucune base juridique? Comment vous allez s'interdire par l'image du Cameroun? Et je ne parle même pas des questions sociales, des questions de corruption, des questions de surfacturation, des projets lancés qui n'aboutissent jamais. Et les prix ne font que monter. Vous voulez qu'on cite quoi? L'autoroute Douala-Yaoundé, l'autoroute Simalène-Yaoundé, 15 km, 10 km d'autoroute que nous n'arrivons pas à construire en 10 ans. Je crois que les choses sont tellement évidentes. Sur le plan social, est-ce que les Camerounais ont accès à l'eau potable? Est-ce que les Camerounais ont accès à l'électricité? Est-ce que vous ne voyez pas partout l'état de la plupart des écoles que l'on dit avoir créées et il n'y a aucune structure? Etc. etc. Donc, non, je crois que ça ne change rien à l'affaire. Professeur, vous avez dit tout à l'heure que le MRC n'a pas assisté au régional. Oui. Le 2 décembre dernier, le Cameroun a assisté aux 10 élections. Quelle est votre opinion sur ces élections? Je crois que nous l'avons dit dans le communiqué que nous avons publié hier soir. D'abord, les conseillers régionaux que l'on dit avoir élus le 6 sont totalement illégitimes. Parce qu'ils sont issus d'un corps électoral qui lui-même est illégitime. Pourquoi? Parce que les élections législatives et municipales du 20 février ont connu un taux de participation le plus faible de notre histoire politique suite au boycott, au mot d'ordre de boycott que nous avons lancé. Et je peux même anticiper pour dire que vous avez demandé, je crois, tout à l'heure, je ne sais pas, vous demandez, oui, mais sur quoi vous fondez-vous pour dire que si vous êtes face au RDPC, il fera tout à fait. C'était ma prochaine question. Mais oui, non, mais tout simplement parce que, regardez le niveau de boycott. Moins de 25% des Camerounais sont allés voter. Ça veut dire que 80% du corps électoral nous a suivis. C'est là-dessus. Mais entre autres, parce que si je voulais affiner l'analyse, mais je n'ai pas le temps ici, de vous montrer que non. C'est pour ça que je vous ai dit, si le RDPC n'avait pas avec lui la préfectorale, la police, la gendarmerie, c'est ce que j'ai dit, il ne pourrait pas. Parce que voilà un parti politique qui proclame partout qu'il est un rouleau compresseur, il quadrille le pays, et il tremble à l'idée de réformer le code électoral. Et si vous êtes si fort, vous avez peur de quoi donc? Vous avez peur de quoi? Faites des règles de jeu claires et on y va. Et quand vous aurez gagné, chaque Camerounais pourra s'incliner parce que vous aurez gagné à la régulière. Les Camerounais vous auront choisi. Donc les élections régionales ou dites régionales, ou les soi-disant élections régionales, ne peuvent que produire des conseillers régionaux illégitimes. Parce qu'ils sont issus d'un corps électoral illégitime. Mais bien pire, ça ne résoudra pas les problèmes du Cameroun. Ça ne changera pas la donne dans le pays. Pourquoi? Premièrement, parce que le statut spécial que l'on dit avoir donné aux régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest reste à déterminer, c'est-à-dire quel est donc le contenu. Si j'ai vu regarder la télévision, les gens disent le statut spécial c'est quoi? C'est que non, on dit qu'il y a une chambre des chefs qui va débattre des problèmes de la région et une chambre des conseillers régionaux. C'est ça le statut spécial? Bah, si c'est ça, je leur souhaite bonne chance. Deuxièmement, quel que soit le contenu de tout cela, les populations du nord-ouest et du sud-ouest nous diront si elles sont satisfaites ou pas. Donc ce n'est pas au gouvernement de crier tout de suite cocorico, puisque vous dites que vous octroyez un statut à des populations parce qu'elles revendiquent quelque chose. Attendez de voir que ces populations vous disent qu'elles sont satisfaites. Et j'en doute, puisque moi je lis comme vous, vous êtes dans les médias, que je crois que c'est un article paru, si c'est vrai, dans une revue internationale qui s'appelle Foreign Policy, qui montre que environ 80% des populations anglophones aujourd'hui adhèrent à l'idée d'indépendance. Si c'est vrai, moi je me demande si le statut spécial sera la réponse adéquate. C'est pour cela que nous avons
des doutes par rapport à cela. Maintenant, prenons les régions à l'échelle de l'ensemble du pays. Mais madame, on vous dit que on va maintenant permettre aux régions de faire leur développement, on fait le ramadan et tout. Mais depuis des années, on vous a dit qu'on a commencé avec la décentralisation communale. Et on achoppe sur quoi? Sur le transfert de ressources. On dit on a déjà transféré 17 compétences, 25 compétences, 50 compétences. Mais les ressources sont où? Si vous ne transférez pas les ressources aux régions, vous n'aurez rien changé. Et ce que je vois venir, c'est que le transfert de ressources va être la chose la plus difficile à faire. Non pas techniquement, mais parce que les gestionnaires des ressources, ici à Yaoundé, à la capitale, ne vont pas accepter qu'on les transfère, puisque c'est là-dedans qu'ils puisent. Donc si vous les transférez aux régions, ça veut dire qu'ils n'ont plus le pouvoir. Non seulement ils n'ont plus le pouvoir politique de contrôler les régions, puisqu'on contrôle aussi par l'argent. Donc si vous transférez à quelqu'un les ressources, vous n'avez plus de contrôle sur vous. Deuxièmement, si vous transférez, vous n'avez plus la même mise sur la gestion de ces ressources. Donc vous-même, puisque vous vivez de ces ressources, vous les aurez. Et c'est pour cela que ce qui s'est produit au niveau municipal va se produire au niveau régional. Voilà pourquoi nous disons que ça ne change rien, la situation du Cameroun. À quoi doit-on s'attendre du MRC après votre mise en liberté? Nous allons continuer à déployer nos activités normales, habituelles, en tant que parti politique. Mais notre lutte continue. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons reçu aucune réponse, aucune réaction d'aucune sorte aux revendications que nous formulons depuis plusieurs années aujourd'hui. Donc, le cœur du problème demeure. Arrêter le bain de sang dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et engager un vrai dialogue inclusif avec tous les acteurs pour régler le problème en profondeur. Et deuxièmement, faire la réforme consensuelle du système électoral pour permettre au Cameroun de se donner demain les dirigeants qu'ils auront choisis et non pas ceux qu'on leur aura imposés ou qui auront été les plus malins pour, je ne sais pas moi, bricoler quelque chose. Pour sortir de cet entretien, professeur, quel est votre message pour tous les militants du MRC à travers le monde qui regardent TV Online TV? D'abord, je voudrais leur dire combien je suis fier de leur fidélité à leur parti politique. Malgré l'adversité, depuis la création du parti, mais encore plus depuis l'élection présidentielle de 2018, je sais qu'ils font face à toutes sortes de violences, en particulier dans l'arrière-pays, dans les villages, où ils ne peuvent pas recevoir facilement l'assistance des responsables du parti. Et je sais qu'il y en a qui sont menacés jusque dans leur famille. Je sais que dans certains coins, les autorités traditionnelles, voire les autorités administratives, mettent pression sur les parents pour qu'on quitte le MRC. Qu'on menace de chasser des parents du village si leurs enfants continuent de militer dans le MRC, d'arracher leurs champs s'ils continuent de militer dans le MRC. Et pourtant, ils sont restés solides, droits dans leur botte. Ils sont restés confiants. On a annoncé, vous êtes journaliste, vous devez le savoir, de manière récurrente, des centaines, voire des milliers de militants du MRC qui auraient quitté le parti. Pourtant, le parti est là. Personne ne vous a jamais montré justement ceux qui avaient quitté, tout simplement parce que nous avons des militants de conviction. Ils ne suivent pas, contrairement à ce que les gens pensent, ils ne suivent pas seulement un individu, ce sont des idées. Ils suivent des idées, une philosophie, un programme pour le pays, une vision pour notre pays. Et c'est pour cela que j'ai coutume de dire que même si je n'étais pas là, le MRC continuera. Parce que c'est une façon d'envisager le Cameroun. Donc, je veux d'abord leur dire félicitations pour leur fidélité. Deuxièmement, je voudrais dire mes remerciements à ceux qui, en dépit de la violence inénarrable dont ils ont été l'objet, ou dont ils sont régulièrement l'objet, sont sortis le 22 septembre pour manifester et exprimer leur désaccord, formuler les revendications
pacifiquement formuler les revendications que je viens de rappeler. Arrêter la guerre et réformer le système électoral. Je voudrais leur dire vraiment tous mes encouragements et mon admiration. Et je voudrais enfin dire à tous les militants du MRC qu'ils peuvent être fiers de ce qu'ils ont apporté à notre pays, à la scène politique camerounaise. Mais qu'ils comprennent que ça n'est qu'un début. Que le chemin, je leur ai toujours dit, ne sera pas facile. Que le chemin pourra être long, mais que la victoire est certaine. Elle est au bout. Voilà. En plus clair de cette semaine, stop et fin. Merci de nous avoir regardés. Prenons rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Facebook Stevie, à notre chaîne YouTube Stevie Online TV et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. À vendredi prochain.